Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 11e petit webinaire antispéciste organisé par Option Vegan Canada et Projet Méduse. Dans le mouvement animaliste, celles qui militent ont tendance à être très critiques, et ça se comprend, envers les mangeuses d'animaux, voire parfois même envers les végétariennes et rien. Cette présentation à laquelle vous allez assister a pour objectif de remettre en question l'idée selon laquelle nous n'avons pas besoin de personnes pour militer avec nous. Elle abordera donc des sujets comme la cohérence, la recherche de pureté personnelle et l'impact négatif qu'elles ont sur notre mouvement et par conséquent sur tous les animaux. Fabien Turfer, tu es porte-parole et militant de l'association PEA pour l'égalité animale. Tu as une formation de juriste. Durant cette webinaire, 35 minutes pour nous convaincre de l'utilité des zoophages dans le mouvement animaliste. Ensuite, ce sera durant 15 minutes le temps des questions que les auditoristes vont poser de manière anonyme au lien qui a été mis donc dans le chat. Fabien, tu as fort à faire pour nous convaincre. À toi l'honneur. Je vais essayer de relever le challenge. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là pour la présentation aujourd'hui. Merci beaucoup justement à Vegan Option Canada pour cette invitation et puis d'organiser justement tous ces webinaires. Je trouve vraiment chouette. C'est l'occasion souvent pour tout le monde de découvrir plein de sujets différents. Donc, tout de suite, essayer de vous convaincre justement sur les zoophages dans le mouvement animaliste. Alors, on va partager l'écran. C'est bon? Vous le voyez correctement? C'est parfait pour nous. Alors, c'est parfait. Justement, la présentation sur l'utilité des zoophages dans le mouvement animaliste. Je vais la faire en 4 parties. Une première partie qui traitera plus du véganisme, qui a, de mon point de vue, justement, une définition pas si claire que ça. Ensuite, on aura une partie sur refuser la course à la cohérence. Ensuite, une sur la stratégie du boycott, une utilité douteuse. Et pour clôturer, répondre à la question de cette présentation. Pourquoi intégrer des zoophages à d'autres mouvements? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ces personnes-là? Alors tout d'abord, le véganisme, une définition pas si claire. On pourrait dire à l'origine était le Vegan Society. En gros, la Vegan Society, c'est un peu l'association ou l'entité qu'on cite dès qu'on veut se référer à une définition du véganisme. Et donc, on tombe justement sur cette définition-là qui dit « Le véganisme est un mode de vie qui cherche à exclure, autant qu'il est possible et praticable, toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux pour l'alimentation, l'habillement ou n'importe quel autre usage. » Ça, c'est la définition. Et nous, ce qu'on aura tendance à dire, c'est simple à comprendre. D'un côté, il y a les personnes zoophages, à savoir ceux qui mangent des animaux. Ensuite, un peu mieux, il y a les personnes végétariennes qui consommeraient encore justement des œufs, du lait, du miel, etc. Une personne végétalienne, si on s'en tient strictement à la définition, pourrait participer à une corrida ou justement cautionner encore l'expérimentation animale ou ce genre de choses. Et puis, les personnes absolument parfaites, à savoir justement les véganes qui sont 100% cruelty-free. Mais c'est un petit peu trop simple ou un petit peu trop beau pour être vrai parce que concrètement, on peut même aller plus loin que ça. Et donc là, on peut se poser la question, vegan, où est-ce qu'on doit s'arrêter? Alors, est-ce qu'on doit s'arrêter au E542, tous ces additifs alimentaires d'origine animale? Est-ce que quelqu'un qui consomme du E542 doit encore être considéré comme vegan? Est-ce qu'une personne qui consomme de l'huile de palme doit être encore considérée comme végane, étant donné que, justement, forêt amazonienne, les pauvres orang-outans, donc même si l'huile de palme est végétale, elle ne serait pas végane puisqu'elle impliquerait de l'exploitation animale ou le fait de souffrance en fait, de certains animaux. Le vin, justement, le vin n'est pas végane
à moins qu'il soit justement filtré d'une certaine manière, etc. Donc, est-ce qu'une personne qui consomme du vin peut être considérée comme végane? Les noix de coco ne sont pas véganes non plus, potentiellement, parce que si elles sont ramassées par des singes, bah, ça cautionne l'exploitation animale. D'ailleurs, si vous prenez une voiture, vous n'êtes pas végane, je vous l'apprends, parce que dans les pneus, il y a justement, je crois que c'est des résidus d'insectes qui font partie de la composition des pneus. Donc, si vous prenez justement une voiture, les transports publics, malheureusement, vous ne pouvez plus être considéré comme végane. Si vous mangez des avocats, c'est pareil. Les avocats, la problématique, c'est que pour la pollinisation, on a besoin d'abeilles. Et sauf qu'il n'y a pas suffisamment d'abeilles pour justement polliniser tous les avocatiers. Donc, les personnes qui font de la culture d'avocats sont obligées de déplacer des ruches artificiellement pour les placer justement à certains endroits pour que les abeilles puissent faire ce travail de pollinisation. C'est pareil pour les amandes. Donc, les amandes ne sont pas véganes. Il y a même un site internet qui est dédié spécifiquement à ça. Vous cherchez Almonds are not vegan. Donc, il y a une personne qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire un site internet pour dire à quel point les amandes n'étaient pas véganes. Et puis, on peut même encore aller plus loin en disant, bah, finalement, si vous avez de l'argent, vous n'êtes pas végane non plus. En tout cas, si vous habitez au Royaume-Uni, étant donné que dans les livres sterling, il y a des résidus de suif de porc qui sont utilisés dans leur composition. Donc, les personnes au Royaume-Uni ne sont pas véganes à partir du moment où elles utiliseraient encore de l'argent. Et les légumes ne sont pas véganes non plus, étant donné que lors de leur récolte, on va devoir tuer justement certains animaux, des petits mulots par exemple, qui vont se faire écraser par une moissonneuse-batteuse, ou alors simplement, de manière générale, avec les pesticides, que ce soit des pesticides bio ou des pesticides de synthèse, on va justement les utiliser et donc ça va causer un certain nombre de morts auprès de certains animaux pour de la culture de légumes. Donc, un végane qui consomme des légumes traités avec des pesticides, dans l'absolu, ne devrait pas être considéré comme vegan. Et en fait, ce qu'on arrive à justement des absurdités de dire, mais en fait, on va beaucoup trop loin, on va essayer de se purifier et de dire, si on revient un peu à ça, c'est plus on veut être vegan, plus on va essayer d'éliminer un maximum de choses de notre régime alimentaire, d'aller regarder dans les molécules qui composent chaque aliment ou chaque chose que l'on peut consommer pour essayer de s'améliorer au maximum. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est militer plutôt que se purifier. J'aime beaucoup cette citation de J.C. Rees dans son livre qui dit « Nous voulons sans doute répondre à un crime moral de l'ampleur de l'élevage par des mesures véhémentes et radicales. C'est ce qu'ils méritent, mais ce n'est pas nécessairement ce dont les animaux ont besoin. Les animaux désespérés se fichent de notre pureté. » Et je trouve cette citation vraiment parlante parce que concrètement, pour un animal, de savoir si on a consommé dans je ne sais pas quel paquet de biscuits du E542 ou pas, quelques molécules, ça ne changera rien du tout à la libération animale. En fait, ce dont les animaux ont besoin, c'est que nous militons activement pour eux au sein d'associations en tant qu'individus. Et on peut encore se faire un petit challenge pour se demander est-ce que c'est vegan, est-ce que c'est pas vegan? Là, concernant cette fois des pratiques et non des aliments. Est-ce que manger vegan dans un steakhouse, ça peut être considéré comme vegan? On va commander une salade verte dans un steakhouse. Est-ce qu'on a le droit encore à ce label de vegan? Est-ce que si on paye des impôts, on peut être considéré comme vegan encore, étant donné que les impôts subventionnent l'agriculture et puis l'élevage de manière générale? Donc, un bon vegan ne devrait pas payer d'impôts. Faire ses courses dans un magasin qui vend aussi des produits animaux. On peut aussi se poser la question, finalement, si on n'accepte pas de manger vegan dans un steakhouse, ça serait un peu le même principe. Acheter justement des produits vegan dans un magasin qui vend aussi des produits animaux, ça ne serait pas très cohérent. Est-ce que manger une plante qui serait sentiente, est-ce que ça peut être considéré comme vegan? Si on se réfère à la définition, on ne va pas manger justement des produits animaux. Une plante n'est pas un produit animal, pourtant la plante est sentiente, donc capable de souffrir. Un vegan, si on s'en tient strictement à la définition, pourrait consommer une plante sentiente. Et on peut aussi après se poser des questions comme est-ce que avoir des amis spécistes, c'est vegan? Parce que on n'accepterait pas d'avoir des amis racistes, avoir des amis sexistes. Pourquoi est-ce que nous accepterions encore d'avoir des amis spécistes? Ou de la famille encore, justement, spéciste. Et de l'autre côté, on peut se demander pourquoi, justement, certaines choses ne seraient pas véganes.
savoir manger des œufs de poule que l'on aurait sauvés de l'abattoir. Ces poules vont continuer à en produire, à pondre, et donc ces œufs, à condition qu'elles n'en aient pas envie de les manger elles-mêmes, pourquoi est-ce que nous, on devrait se priver, je dirais, de cette possibilité-là? Est-ce que manger des moules ou des huîtres, pourquoi est-ce que ça ne serait pas vegan? À condition, ou à supposer qu'elles soient vraiment non sentientes, oui, c'est des animaux, mais il n'y aurait aucune raison éthique de s'abstenir de cette consommation-là. Et finalement, manger de la viande de récup, c'est ce qu'on appelle le freeganisme, d'aller justement dans une poubelle de supermarché, trouver qu'il y a justement quelques steaks qui sont encore consommables mais qui ont été mis à la poubelle. Est-ce qu'il y a un problème moral au fait de consommer cette viande-là? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas vegan au sens strict de consommer cette viande? Et on peut aussi se poser la question de ce qu'on pourrait appeler de la zoophagie non fautive. Par exemple, une personne qui serait infiltrée en tant qu'employé d'abattoir pour ne pas griller sa couverture, dans la cantine de l'abattoir, s'il sort un steak de tofu et puis qu'il mange justement que des trucs comme ça va se repérer assez vite et ça ne sera probablement pas une bonne couverture. Donc, en fait, ce serait acceptable qu'il fasse comme tout le monde pour pouvoir produire justement une enquête en abattoir. Un ou une jeune qui n'a pas le choix de ses repas en famille, on pourrait aussi se poser la question, mais pourquoi est-ce que cette personne-là, pourquoi est-ce qu'on pourrait lui en vouloir en fait de manger les animaux alors que justement elle n'a pas le choix? Elle serait peut-être fondamentalement antispéciste, elle aurait envie de faire autrement, seulement justement dans le cadre familial, ce n'est pas possible pour elle. Des personnes en situation précaire, par exemple des SDF, c'est aussi des personnes qui n'ont pas le choix de leur alimentation, qui prennent souvent ce qu'on leur donne, ce qu'on veut bien leur donner. Et donc, si c'est des produits animaux, elles mangeront des produits animaux. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir moralement de faire ça? Et puis aussi, les habitants et habitantes de pays pauvres qui dépendent de la chasse ou de la pêche pour leur survie, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir en fait, de consommer des animaux? Donc, si on s'en réfère strictement à la définition du véganisme, on se retrouve avec des personnes comme ça, des Inuits qui vivent dans le Grand Nord et qui, si on prend la définition du véganisme, sont 100% véganes. Donc, ces Inuits sont 100% véganes alors qu'ils consomment uniquement de la viande et s'habillent avec des peaux d'animaux parce que, selon la définition, on doit exclure autant qu'il est possible et praticable. Et pour eux, ça signifie pas du tout. C'est pas du tout possible et praticable d'éliminer les produits animaux de leur alimentation ou de leur mode de vie. Et donc, en l'occurrence, on pourrait dire que ces personnes sont véganes selon la définition de la Vegan Society qu'on a vue juste avant. Donc, concrètement, cette définition, on se rend compte qu'on nage en plein brouillard, que ce n'est pas très clair et finalement que ça ne nous apprend pas grand-chose. Donc, ce que je propose à la place, c'est en fait plutôt que se fier à une définition stricte, on devrait plutôt avoir une réflexion. Et c'est la réflexion qui compte. De dire en fait, j'ai le droit de manger des animaux, mais je ne veux pas le faire. C'est pas justement, là vous avez une vision du dieu tofu qui donne justement à Gary Yourofsky les tables de la loi en disant tu mangeras du sétan, du tempeh et du tofu. Non, c'est pas quelque chose comme ça. On va pas se dire voilà en fait un impératif moral qui me tombe de nulle part en me disant tu dois faire ça et ensuite je vais l'appliquer bêtement. Non, en fait, je vais essayer de réfléchir. Donc en fait, c'est parce qu'on ne mange pas d'animaux que l'on est vegan et pas le contraire. On va plutôt essayer de se dire, mais en fait, moi ce que je veux, c'est faire le bien. Comment je vais avoir une réflexion pour savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas et pas me fier à une définition. On ne va pas se dire « Ah, moi, j'ai trouvé cette définition-là, elle paraît super cool et donc je veux y coller ». Indépendamment en fait des conséquences positives ou négatives de cette définition. Ça, ce n'est pas pertinent. Ce qui est vraiment pertinent, c'est justement de demander ce qui est juste. Et en l'occurrence, il se trouve qu'il y a une définition qui nous correspond plus ou moins bien, à savoir la définition de vegan. Donc, si on résume cette première partie, en fait, la limite du véganisme, tout d'abord, n'est pas si claire qu'on vient bien le croire. On disait au début, ah, mais en fait, c'est simple. Mais non, ce n'est pas si simple. Il y a des véganes qui consomment de l'huile de palme, il y en a d'autres qui ne le font pas. En fait, qui est-ce qui est difficile de dire.
Être 100% vegan, c'est également vivre en ermite dans une montagne, donc ce n'est pas très efficace d'un point de vue militant et pour sauver les animaux. Ne pas être vegan est parfois non fautif, voire plus efficace. Non fautif comme les jeunes dans leur famille, plus efficace si on veut faire une enquête en abattoir par exemple. Et finalement, antispécisme et véganisme ne sont pas nécessairement liés, contrairement à ce que beaucoup de gens ont tendance à dire. On peut être vegan en disant « Ah, mais en fait, c'est juste pour moi, je ne me sens pas de faire du mal aux animaux, mais si ta conscience ne te fait pas souffrir, tu peux en tuer. » Il y a des personnes qui sont comme ça, ce n'est pas cohérent ou ce n'est pas juste du point de vue des animaux. Et il y a des personnes qui sont peut-être profondément antispécistes et qui ne sont pas véganes. Par exemple, justement, les enfants qui n'ont pas le choix de leur alimentation dans leur famille. Donc maintenant, si on aborde le prochain point sur cette course à la cohérence. La course à la cohérence, ça ressemble plutôt à ça. La situation actuelle, c'est les gens nous accusent de ne pas être cohérents et cohérentes. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est comme ce hamster, on va essayer de courir, d'être le plus cohérent possible. Donc, on court pour être le plus cohérent possible. Le problème, c'est que justement, on est vraiment dans une roue, donc on peut continuer à l'infini, on n'arrivera jamais à une cohérence absolument parfaite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est refuser cette course à la cohérence parce qu'on vit dans une société spéciste, entourée de spécistes, avec des entreprises spécistes, une culture spéciste, une éducation spéciste, des institutions spécistes, et on exige de nous que l'on boycotte parfaitement tout ce qui contribue à l'exploitation animale. C'est en fait ce qu'on appelle un sophisme de la solution parfaite. On nous demande l'impossible, alors que ce qu'on peut faire, c'est juste ce qui est à notre disposition. Faire le maximum de bien sans que ça soit parfait, mais on va faire des efforts, et c'est les efforts qui sont importants. Refuser cette course à la cohérence, ça signifie aussi qu'il faut changer un peu d'identité, de passer d'une identité de consommateur ou consommateur ou consommatrice à militant ou militante. Ce dessin d'un Sound Veggie, je le trouve assez drôle pour ça, à dire mais si j'achète ça et que ces monodiglycérides d'acides gras sont d'origine animale, la libération animale n'aura jamais lieu. On se rend bien compte qu'en fait, c'est ridicule, on en rit en fait, parce que la libération animale ne se joue pas au fait qu'on va acheter ou pas ce steak haché végétal avec un E inconnu. La libération animale se jouera avec des personnes sur le terrain qui vont militer de différentes manières et pas forcément, ou pas seulement en tout cas, avec des consommateurs ou consommateurs et consommatrices. Et pourquoi ça va marcher? Parce que vous pourrez me dire, ah, mais en fait, ouais, mais c'est ridicule, ça ne va pas marcher, on va se prendre justement plein de contre-arguments dans les dents. Donc, refuser cette course et changer d'identité, ça va marcher pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est parce que les spécistes sont incohérents et incohérentes. Ils nous disent aimer les animaux, alors que dans les faits, on se rend compte qu'ils les massacrent allègrement et puis ça ne leur pose pas beaucoup de problèmes. Ou alors, ils disent se préoccuper de la souffrance des plantes, alors que justement, si vraiment ils s'en préoccupaient, ça impliquerait qu'ils arrêtent de consommer des animaux qui eux-mêmes consomment des plantes. Donc, ils sont incohérents. Et ce qu'on aura peut-être tendance à faire, c'est dire, ah, mais en fait, ouais, tu dis que je suis incohérent parce que j'ai encore, justement, je consomme de l'huile de palme, mais toi, tu es encore plus incohérent parce que tu dis aimer les animaux et puis blablabla. Et donc, en fait, on va tomber dans les attaques ad hominem, à savoir de dire, justement, j'ai tort, oui, j'ai un peu tort, oui, mais toi, tu as un peu plus tort, et puis en gros, on va s'insulter, se lancer des noms d'oiseaux, attirer à rigot. Ça ne va pas aider grand monde. Et donc, en fait, il faut qu'on évite justement de tomber là-dedans. Il faut que, plutôt qu'attaquer la personne, qu'on s'attaque aux arguments de cette personne-là. Plutôt que la personne nous attaque sur notre cohérence, il faut qu'elle s'attaque à nos arguments, de savoir est-ce que c'est juste ou pas juste de tuer les animaux. C'est ça qui nous intéresse. Et pas de savoir si on est 100% cohérent ou 100% pur ou 100% parfait ou parfaite, parce que c'est impossible justement de l'être. Et pour illustrer ça, je vous présente l'épreuve du moustique. L'épreuve du moustique, c'est il y a un moustique qui se pose sur votre bras. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux solutions. La première, vous l'écrasez. La deuxième, vous le laissez vous piquer et ensuite il va s'envoler. Le problème, c'est que si vous l'écrasez, on va vous dire « Ah, mais en fait, tu n'es pas cohérent. Donc, les animaux, tu dis qu'ils ont tous le droit de vivre, mais le moustique, tu l'écrases, tu n'es pas cohérent. »
Bon, d'accord, on prend une machine à remonter dans le temps et puis on revient en arrière. Cette fois, on le laisse nous piquer et puis on laisse s'envoler. La personne en face de nous, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, mais en fait, tu es complètement extrémiste. C'est absolument idiot de se laisser piquer par un moustique parce que tu ne veux pas le tuer. Et quand on réalise en fait ça, c'est que quoi qu'on fasse, qu'on l'écrase ou qu'on le laisse vivre, dans tous les cas, on est perdant. C'est parce que en fait, l'axe de la cohérence et l'axe de l'extrémisme sont parallèles. Ils vont dans le même sens. Soit on est cohérent, et dans ce cas, on pourra nous attaquer pour extrémisme, soit on n'est pas cohérent, et alors dans ce cas, on ne pourra pas nous attaquer pour extrémisme. Et donc, dans tous les cas, quoi qu'on fasse, vraiment, cette course à la cohérence, elle est pipée. On ne peut pas gagner. Donc, il faut vraiment éviter de tomber là-dedans. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une vertu logique et non éthique. Et c'est cette citation de David Olivier, je trouve, la mentionne bien. La cohérence est une vertu logique et pas éthique. Le mangeur de viande des animaux est aussi cohérent que le vegan opposé à leur exploitation. Mais éthiquement, sa position est un double mal, bien pire que la position pourtant incohérente par le traitement des vaches laitières, mais parfois consomme du fromage. C'est vraiment, on peut être incohérent et finalement faire plus de bien dans le monde qu'une personne parfaitement cohérente. Et je pense qu'il faut le reconnaître. Et des exemples d'incohérence, il y en a plein. Une personne qui fume et qui dit il faut interdire la vente de tabac ou qui vous dirait non, surtout ne commence pas à fumer, ça ne nous choque pas beaucoup en tout cas. Une personne qui dirait je suis contre le travail forcé pour extraire des métaux rares et qui pourtant aurait un smartphone dont la production a nécessité d'exploitation d'humains pour extraire des métaux rares, on ne va pas considérer qu'il est incohérent. On va reconnaître que ce qu'il dit, je suis contre le travail forcé, il le croit vraiment. Et on peut même aller plus loin. Est-ce qu'une personne, un homme qui dirait je suis contre le sexisme, est-ce que ce n'est pas incohérent? Parce que justement, en tant qu'homme, il peut par exemple se balader le soir sans avoir peur justement pour sa sécurité. Il peut peut-être avoir plus de chances dans une discussion, il sera plus écouté ou alors ce genre de choses. Donc, est-ce qu'un homme pourrait se dire contre le sexisme sans qu'on l'attaque en disant « t'es pas cohérent » En fait, oui, on peut dire justement « je suis contre le sexisme » tout en bénéficiant malgré nous. Et en fait, c'est la même chose pour le spécisme. On peut dire « je suis contre le spécisme » même si, à titre personnel, on n'est pas 100% vegan, voire même pas vegan du tout. Ça n'est pas un problème. La cohérence, c'est pas ce qui compte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait arriver à une situation où on peut désarmer nos adversaires en leur répondant simplement « et alors ?» Quand on va vous dire « ah mais en fait, ouais, mais t'as vu tes chaussures, elles sont encore en cuir parce que tu les avais achetées avant de devenir vegan », ce qu'on peut dire c'est « et alors ?» Ou alors « oui, mais tes légumes, on a dû écraser des mulots, et alors ?» Et en fait, quand on répond ça, les personnes en face de nous sont complètement démunies parce qu'elles n'ont plus un moyen d'action sur nous, en fait. Elles n'ont plus aucune prise. En fait, elles avaient l'impression d'avoir quelque chose pour nous attaquer, puis on refuse cette arme-là. Et donc, la discussion arrive vraiment sur les sujets qui nous intéressent, à savoir, est-ce que c'est juste ou pas de tuer les animaux sans nécessité? Donc, si on résume cette partie, c'est trop ou pas assez cohérent, on est dans tous les cas perdants. C'est vraiment, quoi qu'on fasse, c'est foutu pour nous. La course à la cohérence met l'accent sur la nourriture aux dépens des animaux. Ça, c'est aussi un problème. Parce que quand on parle de cohérence, on va beaucoup nous dire, mais en fait, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as dans tes recettes? Est-ce que tes produits, c'est des aspects consommation, en fait, vraiment? Et on ne va plus du tout parler des animaux qui sont justement concernés. On va parler, en fait, des parties d'animaux qui seront intégrées dans plein de produits différents et puis plus des animaux en tant que tels. Et finalement, être incohérent et incohérente ne nous rend pas moins crédibles. Au contraire, quand en face de vous, vous avez une personne qui prétend pas être parfaite, en fait, vous avez plus de facilité à vous identifier avec cette personne-là. Il y a pas mal d'études qui ont été faites à ce sujet-là. Donc, reconnaître qu'on n'est pas parfait et parfaite, ça permet à l'autre de baisser la pression et puis de se dire « ah mais en fait, ouais, je discute en fait avec une personne qui est comme moi, qui a les mêmes problèmes ». Donc, la stratégie du boycott, une utilité douteuse maintenant. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un boycott?
Un boycott, j'ai essayé de créer une définition plus ou moins en tirant justement de différents sites web ou de Wikipédia et autres. On pourrait dire qu'un boycott, c'est une entente volontaire visant à infliger un dommage financier ou moral à un individu, à une entreprise ou à un pays. L'objectif de ce refus collectif est d'exercer des représailles ou de faire pression sur la cible pour qu'elle réponde à une demande précise. Alors, on voit qu'on parle de un individu, une entreprise ou un pays, et on parle de une demande précise. Alors, je vous pose la question, la demande précise du mouvement animaliste, c'est quoi? C'est un monde non spéciste? C'est pas super précis comme demande. Donc, on se rend compte en fait qu'un boycott fonctionne très bien pour dire ce produit-là, on n'en veut plus parce qu'il implique telle problématique très spécifique, mais dire on ne veut plus aucun produit issu de l'exploitation animale et on veut un monde non spéciste, c'est complètement flou comme demande. Donc, on ne peut pas vraiment considérer ça comme un boycott. Et quand on réfléchit, comment, par exemple, le patriarcat? On imagine mal boycotter le patriarcat, boycotter le capitalisme, boycotter le racisme. Et pourtant, nous, en tant que mouvement animaliste ou mouvement antispéciste, ce qu'on essaye de faire, c'est de boycotter le spécisme. On a une stratégie qui consiste uniquement, ou principalement, pour beaucoup en tout cas, à se préoccuper des produits de consommation et dire, quand on aura arrêté de consommer ces produits, paf, le spécisme aura disparu. Mais pourtant, justement, quand on compare ça à d'autres mouvements, le parallèle ne tient vraiment pas. Et bien, un parallèle qu'on peut faire, c'est justement celui des produits issus de l'esclavage. Il y a eu des boycotts, des stratégies de boycott qui ont été menées à l'époque. Il y en avait deux, le boycott anglais du sucre et le boycott américain de l'ensemble des produits justement issus de l'esclavage, ce qu'on appelait le Free Produce Movement. Et ces deux boycotts ont eu des conséquences très différentes. La toute première, le boycott anglais du sucre, a été couronné de succès parce qu'il se concentrait uniquement sur un produit et en fait, c'était plus un aspect symbolique. Et cet aspect symbolique permettait de laisser en fait plus de temps pour d'autres formes d'action et donc il a vraiment bien fonctionné. Alors que le boycott américain pour l'ensemble des produits issus justement de l'esclavage, ce qui pouvait faire quand même pas mal de choses à l'époque, ben en fait, beaucoup de succès à un moment et c'est complètement cassé la gueule après parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Et je peux citer justement un grand abolitionniste américain, justement William Lloyd Garrison, qui disait concernant cette stratégie du boycott que tout d'abord c'était absurde de vouloir mettre fin à l'esclavage grâce à ce moyen, que c'était injuste d'en vouloir moralement aux consommateurs et consommatrices, que ces produits étaient liés à l'ensemble du système. Et finalement, je le cite, que c'était une obsession égoïste de pureté personnelle qui détournait les énergies de la lutte. Autant dire qu'il n'y allait pas avec le dos de la cuillère pour critiquer cette stratégie, dont il était pourtant un fervent défenseur au début de son militantisme. Donc, si on résume un peu cette partie, c'est que le boycott d'un système mondial, ce n'est pas vraiment un boycott. Un boycott symbolique, comme celui justement du sucre, est probablement plus efficace qu'un boycott généralisé, car il laisse plus de place à d'autres formes d'activisme. Si on se concentre uniquement sur une stratégie de boycott, on va arriver justement à des absurdités de dire mais en fait, les légumes ne sont pas véganes et donc on va essayer au final de vivre en ermite dans sa montagne et puis ça ne sera pas très pertinent. Alors qu'en fait, c'est d'autres formes d'activisme dont on a besoin. Et le dernier point, c'est qu'on évite tout risque de ce qu'on appelle le moral licensing, le fait de dire ah mais en fait, moi j'ai fait ma part. Ah mais moi je suis végane, je ne participe plus à l'exploitation animale. Donc, je n'ai plus rien à faire de plus. C'est trop facile en fait, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un justement ne serait pas, je sais pas, ne participerait pas à des enfants, je ne sais pas trop où, qu'il pourrait dire ah mais en fait l'exploitation des enfants c'est plus mon problème. Non, ça reste un problème, mais c'est pas parce qu'on n'y participe plus qu'on peut s'en laver les mains en fait. Et le véganisme, c'est finalement un peu un moyen de faire ça, de se dire ah mais moi je suis végane, donc j'ai pas besoin de militer plus, j'ai fait l'essentiel, à savoir je ne participe plus.
Et maintenant, le dernier point sur pourquoi intégrer l'isophages à notre mouvement. La première chose, c'est qu'en fait, il faut ouvrir nos portes le plus largement possible. Cette citation justement de la Vegan Society qui dit un associé de la Vegan Society ne fait aucune promesse concernant son comportement, mais se déclare en accord avec l'objectif. La porte est donc grande ouverte à la société accueille tous ceux qui se sentent capables de la soutenir. Donc en fait, même le summum justement du véganisme, la Vegan Society acceptait des personnes qui n'étaient pas véganes en son sein. Donc, c'est vraiment acceptons les personnes qui partagent notre objectif. S'il y a des personnes qui veulent mettre fin à l'exploitation animale, quelle que soit leur consommation individuelle, on devrait les accueillir dans notre mouvement. Et en fait, on n'a pas le choix parce que nous n'avons que des oppresseurs et des oppresseuses pour nous rejoindre, contrairement à d'autres mouvements de justice sociale, par exemple les suffragettes ou alors Martin Luther King aux États-Unis. Ces personnes-là avaient l'option en fait de faire rejoindre plus de femmes dans leur mouvement ou plus de personnes noires dans leur mouvement. Nous n'avons que des personnes spécistes en fait pour nous rejoindre. On n'a que des personnes qui exploitent des animaux, qui mangent des animaux pour nous rejoindre. On n'a pas ce luxe en fait de pouvoir faire rejoindre les animaux dans notre mouvement. On aimerait bien, mais malheureusement, on ne verra pas un cochon participer à une marche pour la fermeture des abattoirs. Ça serait vraiment chouette, ça ne marche pas. Donc en fait, on n'a pas le choix. On est obligé d'accueillir des personnes qui contribuent ou ont contribué à l'exploitation animale ou qui en profitent d'une manière ou d'une autre, encore à l'heure actuelle. Tout comme nous d'ailleurs, parce que personne n'est parfait et parfaite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens sont d'accord avec nous. J'ai 3 exemples pour ça. Tout d'abord, le cas des œufs de poule en cage en Autriche. Ensuite, un sondage de Science Institute aux États-Unis, qui a été ensuite répliqué par l'Université d'Oklahoma. Et finalement, un sondage suisse de Tirim Focus. Alors, tout d'abord, le cas des poules en cage. On a ce sondage qui a été fait en Autriche qui demandait aux gens je suis favorable pour l'interdiction des cages de batterie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ? Tout en étant conscient que ça augmenterait probablement le prix des œufs que vous allez consommer. Il y avait 86% des personnes qui disaient « Oui, je suis d'accord avec cette affirmation, je pense qu'il faudrait interdire les cages de batterie. » Et la consommation des œufs à cette même date, c'était 80% de batterie. Donc, entre ce que les personnes pensaient réellement dans le supermarché, il y a vraiment un monde de différence. Donc, d'un côté, elles sont d'accord, de l'autre, elles ne le pratiquent pas. S'il y avait, par exemple, la possibilité de faire un vote sur ce sujet, on aurait 86% des personnes qui diraient « je veux interdire les cages de batterie » et on aurait réglé le problème. Alors que, concrètement, il y a 80% des gens qui en consomment encore à l'heure actuelle. Donc, on voit qu'entre ce que les gens croient et ce qu'ils pratiquent, il y a une différence. Autre exemple, c'est ce sondage de Science Institute aux États-Unis où il y a 42% de la population qui est favorable à l'interdiction des abattoirs. Et je ne vous apprends rien, il n'y a pas 42% de véganes aux États-Unis, mais c'est un chiffre qui paraît complètement dément. Donc, forcément, il y a des gens qui se sont dit « ouais, mais les gens n'ont pas compris la question, on va refaire ce sondage pour être sûr des résultats. » Donc, il a été refait par une autre université. Et il n'y avait pas 42%, mais 47% de la population qui était favorable à l'interdiction des abattoirs. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui a pu se passer? Les gens n'ont pas compris la question, ou ils ne savent pas ce que c'est un abattoir, ou il y a dû avoir un bug. Donc, ils leur ont posé la question, êtes-vous consciente que les abattoirs sont les endroits où on tue des animaux d'élevage pour les transformer en viande et que sans cela, vous ne pourriez pas manger de viande. Donc, vraiment, prendre les gens pour des idiots. Et il y a 73% des gens qui ont répondu « oui, je suis conscient de ça. Malgré tout, je suis d'accord avec le fait d'interdire les abattoirs. » Donc, ce qui nous fait un total corrigé de 34%. Il y a 34% de la population aux États-Unis qui est favorable à l'interdiction des abattoirs et qui sait qu'elle ne pourrait pas consommer d'animaux si ça arrivait effectivement. Donc, il y a des personnes qui sont d'accord avec nous, mais qui ne le mettent pas en pratique. Et le dernier sondage, c'est un sondage justement de Tirim Focus en Suisse, où il y a 17% de la population suisse qui est favorable à la fermeture des abattoirs.
11% pour la partie suisse alémanique et 35% pour la partie suisse romande. Ce 35%, finalement, il n'est pas si étonnant parce qu'on parlait de 34 avant aux États-Unis. Donc, on se dit, il y a plus de la population suisse, ou en tout cas suisse romande, la fermeture des abattoirs et qui trouve que ça serait une bonne chose. Puis là, j'en profite forcément pour faire un peu de pub. C'est que l'association dont je fais partie, PEA pour l'égalité animale, on est actif dans la partie suisse romande de la Suisse. Et à la différence de beaucoup d'associations, on ne met pas du tout en avant ces aspects d'alimentation, je dirais de véganisme, de savoir est-ce que les gens sont purs ou est-ce qu'ils doivent être végétariens ou végétariennes ou véganes pour rentrer dans l'association. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est qu'ils partagent nos objectifs. Et ensuite, on aura des revendications politiques en disant on veut la fermeture des abattoirs, on veut des droits fondamentaux pour les animaux. On va demander aux gens de devenir véganes, on va leur demander aidez-nous à faire fermer les abattoirs. Et est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que c'est la cause de cette différence justement entre 11% et 35%? Peut-être que c'est grâce à notre stratégie-là. Je n'ai pas de réponse 100% certaine, mais je crois, ou j'espère en tout cas, que c'est dû à la position que l'on a. Donc, ce qu'il faudrait faire, de mon point de vue, c'est viser plutôt les citoyens et les citoyennes que les consommateurs ou les consommatrices. Donc, d'un côté, si on vise les citoyens, on va essayer de chercher à les convaincre, donc changer leurs convictions. On l'a vu, c'est 35% des gens qui sont déjà favorables à la fermeture des abattoirs. Et l'objectif visé, c'est 51%, à savoir la majorité pour pouvoir faire passer une loi qui va fermer les abattoirs. De l'autre côté, on a une autre stratégie qui va s'adresser à des consommateurs et des consommatrices, qui va essayer de changer leur comportement. Est-ce qu'ils mangent des œufs en cage ou pas? Est-ce qu'ils mangent de la viande ou pas? Etc. Le point de départ, c'est à peu près 3% de personnes véganes ou végétariennes au niveau de la société. Et l'objectif visé, en fait, ça sera un 100%, parce qu'on aimerait que 100% des personnes deviennent véganes. Donc, on se rend compte que dans le cas de la stratégie qui axe sur les consommateurs, on va avoir 97% de la population à convaincre, ce qui sera très difficile quand même. Alors que de l'autre côté, en fait, on n'a que 16% de la population à convaincre. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tendance à se concentrer uniquement sur les consommateurs et pas sur les personnes en tant que citoyens, en tant qu'entité ou personnes actives politiques? C'est vraiment une question qui, pour moi, est critique en fait. Donc, si on résume maintenant cette dernière partie, c'est que tout d'abord, la population partage déjà nos idées, mais ne les met pas en application. On a pu le voir dans ces différents exemples que j'ai mentionnés, les œufs justement de batterie, la fermeture des abattoirs, où il y a justement une grande partie de la population qui est d'accord avec ça, mais qui ne le fait pas. Ensuite, seul un mouvement avec beaucoup de soutien peut faire changer les choses. Ça, je pense, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important à mentionner, c'est qu'en fait, si on veut faire changer les choses et les faire changer de manière durable, on est obligé d'avoir le maximum de soutien possible. Et si on n'a pas un soutien populaire pour nos revendications, en fait, on n'arrivera jamais à changer le monde. Donc, on a besoin d'accueillir le maximum de personnes dans nos rangs et pas essayer d'être les plus purs possibles, le plus petit club de véganes purs, ça ne va pas marcher. On ne va pas pouvoir changer le monde sans ça. Avec ça, plutôt. Et finalement, avoir des revendications politiques permet de bénéficier d'un soutien plus large parce que, justement, si on demande aux gens de changer leur alimentation, c'est compliqué pour elles parce qu'elles ont plein de contraintes, que ce soit familiales, professionnelles, financières, etc. Alors que changer leur conviction de dire « ouais, je serais d'accord de voter pour la fermeture des abattoirs, je pense que ça serait un monde plus juste, un monde sans abattoirs », en fait, ça, ce n'est pas si demandant parce que finalement, ça implique rien de concret tant qu'il n'y a pas le vote d'une loi qui est proposée à la population. Donc, si on essaie de conclure, le premier point, c'est qu'il faut arrêter de faire un fétiche du véganisme. Le véganisme, ce n'est pas la panacée. Il ne faut pas essayer de copier une définition du véganisme en se disant « je veux absolument être végane, qu'est-ce que je dois faire pour correspondre à la définition du véganisme ?» Non, en fait, il faut plus réfléchir de savoir qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui ne l'est pas et est-ce que ça implique justement d'être végane ou pas.
Ensuite, il faut refuser cette course truquée à la cohérence. Je vous rappelle justement cet exemple du moustique. Quoi que l'on fasse, on est perdant. On l'écrase, on n'est pas cohérent. On ne l'écrase pas, on est extrémiste. Refusons cette course à la cohérence. Les autres en face ne sont pas cohérents non plus et ça ne pose pas de problème. Et finalement, ouvrons nos portes aux personnes qui partagent nos objectifs et qui peuvent nous aider à les atteindre. C'est qu'en fait, plus on a de personnes avec nous, plus on aura de soutien, plus on aura de personnes qui feront des dons, plus on aura de personnes qui pourront militer avec nous dans la rue, plus nos manifestations seront grandes. Et ça fera du bien et au moral et de manière générale à la cause, parce qu'on pourra atteindre plus rapidement ce qu'on veut, à savoir la libération animale. Merci à tous pour votre attention. Merci à toi, Fabien. Notez vite son adresse mail. On va laisser encore un certain temps. On n'en a pas tout de suite. Je vous la notez. On vous la retransmettra si vous voulez. Parce qu'en fait, il y a plein de questions, de réactions qui. Il y avait surtout des réactions en fait tout au long du fil. Posez vos questions, s'il vous plaît, donc sur onlinequestion.org. On en a déjà 5 en magasin. J'en ai moi-même 2 autres de préparés. Donc, surtout, allez-y, offrez-nous nos questions. Il y a beaucoup de merci qui sont en train d'apparaître, Fabien. Encore un webinaire qui nous permet de tenter d'aller vers plus d'efficacité, j'ai l'impression. Alors, je vais poser… Pardon, je vois des questions apparaître. Pour mettre la vidéo en plein écran. Pardon? Est-ce que je coupe la présentation? Oui, c'est bien, s'il te plaît. Oui, comme ça, on aura ton visage en plein. Et voilà. Donc, si je peux avoir les questions au fur et à mesure, Sorin, sur les questions, c'est super. Comme ça m'évite de regarder. Et je vais poser donc la première question. Ma première question, c'est comment se fait-il que les gens soient d'accord et qu'ils ne le mettent pas en pratique? Ils sont d'accord, 35%, c'est énorme, mais ils ne le mettent pas en pratique. Je pense que l'explication, c'est simplement que être vegan, c'est pas si facile que ça, quoi qu'on puisse dire. Il y a des contraintes, justement des difficultés, une pression sociale. Je pense qu'en fait, c'est surtout ça qui joue, de mon point de vue, pour beaucoup. C'est que les gens mangent de la viande parce que les gens mangent de la viande. Et puis en fait, il n'y a pas plus de raisons que ça. Si tout le monde, ou si la majorité de la population était végane, en fait, les autres suivraient sans que ça pose de problème. Donc, je pense que c'est juste une question de pression sociale et de suivisme, si on veut, d'un certain côté, où c'est plus facile de faire comme tous les autres, de ne pas démarquer. Et puis, nous sommes assez forts et assez fortes pour nous démarquer, mais ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Et donc, on ne peut pas prendre notre cas pour une généralité. Ok. Alors, une question, un vote, alors j'y vais. Comment réussir concrètement à alléger les souffrances animales plutôt que de se centrer purement sur la pureté personnelle ou la cohérence à tout prix qui ne va pas toujours, donc du coup, dans le sens de l'allègement de la souffrance animale et donc qui n'est pas efficace? Je pense qu'il y a pas mal d'associations qui font du bon travail là-dessus, qui agissent, par exemple, L214, on le mentionne parce que je le connais un peu mieux, cet exemple-là, va agir avec beaucoup d'autres associations contre les élevages en cage. Et puis, c'est un moyen justement concret qui ne dit pas justement devenez vegan, mais concrètement, ce qu'on veut, c'est un changement de loi pour interdire l'élevage en cage, où on veut interdire l'abattage sans étourdissement, où on veut interdire la pêche électrique ou je ne sais pas quoi. On peut imaginer plein de revendications qui sont vraiment très concrètes et qui ne sont pas sur la nourriture. Après, ça demande un peu plus d'imagination et ça demande justement de réfléchir à ça. Et c'est vrai que c'est après des revendications qui sont peut-être plus difficiles à porter ou à concrétiser, c'est vrai, parce qu'on ne verra pas directement le résultat. Le résultat ne sera pas immédiat, contrairement à une personne qu'on va convaincre de devenir végane et puis on sera très fier d'avoir convaincu notre ami de devenir vegan. C'est, je pense, ça. Justement, alors il y a une question, j'espère que tu n'as pas vraiment répondu parce que je la lisais en même temps, mais du coup, c'est comment fait-on pour aider la communauté végétalienne et plus large à devenir plus ouverte d'esprit concernant l'importance d'agir efficacement dans l'allègement de la souffrance animale? C'est peut-être la raison pour laquelle je fais cette présentation-là, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens… En fait, le problème, c'est on a été convaincus toutes et tous de devenir vegan à un moment ou à un autre.
Et donc, on aura tendance, je dirais naturellement, à vouloir faire de même avec les autres, à convaincre les autres de devenir vegan. Mais ce n'est pas forcément le plus pertinent. Après, comment réussir à convaincre les gens que c'est ça qu'il faut changer un peu de stratégie sans pour autant abandonner complètement l'aspect importance du véganisme. Il est aussi important, mais il ne faut pas lui donner autant de place qu'il en a à l'heure actuelle. Mais après, comment faire pour que les gens s'en rendent compte? J'ai pas de solution miracle, malheureusement. Une question m'est venue dans la militance, justement, ce choix entre pragmatisme et efficacité, enfin non d'ailleurs, du pragmatisme et de l'efficacité, comment est-ce qu'on peut changer ou transformer le comportement agressif de certains militants? Parce qu'en termes de pureté, pour certains, on est dans le pompon, dans la façon d'argumenter. Ça sera pour des personnes qui seront justement très agressives en disant tu n'es pas ou tu consommes encore de l'huile de palme, tu es un faux vegan ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, ou qui agressent Ouais, les zoophages, par exemple, en leur parlant. ouais. Bah, je pense qu'il faut prendre un peu plus de recul. Et puis en fait, si on se rend compte que les personnes qui sont en face de nous sont pas. En fait, le problème, c'est un problème d'un système. On est inclus dans un système et c'est ce système qui cause les problèmes auxquels on est confronté. Et ce n'est pas les individus. Les individus sont des tout petits rouages et donc ils ont une part de responsabilité finalement assez moindre. Et quand on se rend compte de ça, ça permet de vivre aussi de manière plus dépassionnée. Parce qu'on se dit ce que je veux faire, c'est essayer de changer ce système-là. Si mes parents ou ma sœur ne sont pas véganes, bah, en fait, c'est pas la fin du monde et je vais pas. C'est pas des monstres, ça reste des personnes qui sont comme tout le monde et qui suivent malheureusement, je dirais, les autres. Mais on peut pas vraiment leur en vouloir ou un petit peu, oui, mais vraiment essayer de pas trop prendre ça à cœur. Mais c'est vrai que Oui, c'est difficile. mais là, par exemple, ce dont tu parles, ça correspond un peu à la méthode Coué ou à de l'injonction personnelle à soi-même. Euh, Maintenant, on voit bien que beaucoup d'entre nous cherchent cette pureté ou vont vers cette pureté parce que face à l'immensité de la souffrance, beaucoup de gens crient intérieurement. Contre quoi on doit lutter en nous-mêmes, d'après toi, pour ne pas tomber dans ce travers de pureté? Là, c'est difficile parce à titre individuel, on aura tous envie justement, je pense, de toujours être un peu plus pur ou un peu plus cohérent. Et puis, ce qu'on peut essayer peut-être de faire d'un point de vue plus général, c'est que si on lit tout d'un coup, je sais pas, un commentaire où il y a quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un et qu'on est à côté et que c'est dans cette logique de il faut que tu sois plus pur ou il faut que tu sois, etc. Essayer d'intervenir et puis de dire, mais en fait, euh, encourager les gens à être bienveillants, plus de bienveillance, ça fait partie justement, je crois, des valeurs du projet Méduse. La bienveillance, oui, c'est vraiment important. Et quand on voit quelqu'un se faire maltraiter, si on peut dire ça comme ça, bah, essayons d'intervenir, de dire, bah, écoute, je suis pas d'accord avec ce que mon collègue dit, je trouve que c'est déjà très bien ce que tu fais, ou alors il faudrait plutôt qu'on agisse de telle manière. Ok. Ça veut dire qu'il faut qu'on de, euh, de capacité à s'auto-former ou à comprendre différemment les choses. Alors évidemment, ce genre de webinaire va le permettre. Est-ce qu'on devrait, par exemple, comme le pose une question là, se détacher de l'étiquette vegan, qui est une espèce d'injonction à chaque fois qu'on rentre, encore une fois, dans un magasin, pour aller vers quelque chose comme le scientisme, l'antispécisme, etc. Alors ça, Pardon pour le fourchage de langue. ouais. Alors ça, je trouve que c'est déjà une bonne chose qu'on peut faire assez facilement. C'est que j'aurais pas tendance, ou quelqu'un me pose la question, est-ce que tu es vegan? J'aurais plutôt tendance à dire, mais j'aime pas me décrire avec une étiquette qui concerne le régime alimentaire. Je préfère me définir en fonction de mes objectifs politiques ou militants, à savoir, je milite pour la fermeture des abattoirs ou je suis militant contre le spécisme. Et donc, ça ouvre tout de suite à des discussions qui sont aussi beaucoup plus intéressantes. Parce que est-ce que les abattoirs, c'est juste? Qu'est-ce que c'est que le spécisme? Des questions comme ça, c'est vraiment ce qu'on veut porter en tant que mouvement. Alors que si on dit je suis vegan, la deuxième question qui va nous tomber dessus après, c'est où est-ce que tu as tes protéines? Et puis en fait, mais ça, tout le monde s'en fout. J'entends, nous, ça ne nous intéresse pas parce que les animaux, on ne les voit plus quand on parle de protéines. Donc, c'est vrai qu'essayer de changer
d'identité, justement, passer d'une identité de vegan ou de vegan consommateur, comme je l'ai marqué dans une de mes slides, à une identité plus de personnes militantes. Je pense que ça peut contribuer à ça. Ne pourrait-on pas faire la même critique, responsabilité du système et pas de l'individu, en ce qui concerne les personnes racistes ou sexistes, par exemple? J'aurais peut-être plus de peine de ce point de vue-là, parce que autant, je dirais, le spécisme, on reconnaît que les gens ont plutôt tendance à croire que c'est quelque chose de bien, que c'est normal de tuer les animaux, et puis c'est normal, naturel, nécessaire, etc. Donc, en fait, c'est pas notre position qu'on va défendre. L'antispécisme n'est pas accepté au niveau social. Tandis que le racisme, en fait, n'est pas. On peut plus dire ouvertement raciste, on se fera vraiment attaquer de tous les côtés. On aura peut-être des comportements racistes, oui, mais il n'y a plus personne qui va se revendiquer ouvertement comme étant raciste ou comme étant ouvertement sexiste. Ça devient vraiment difficile pour des personnes comme ça de s'exprimer. Alors qu'il y a des personnes qui peuvent se dire de manière très ouverte, je suis spéciste, je suis fier de l'être, et ça passe encore à l'heure actuelle. Parce que justement, il n'y a pas la même dynamique. Il y a encore 97% de la population qui est pas ou peut-être, je sais pas, 65% de la population qui n'est pas antispéciste. Alors que pour le racisme ou le sexisme, il y a plutôt 90% de la population qui est fondamentalement d'accord avec le principe comme quoi toutes les personnes se valent, quel que soit leur genre, leur couleur de peau, etc. Faut-il promouvoir justement la justice si c'est une justice au service du conservatisme, éthique, pro-vie? Je sens qu'il a pu poser cette question, mais c'est anonyme. Plutôt qu'au service du progressisme, donc entre parenthèses, pour l'allègement de la souffrance, ce qui pourrait alourdir les souffrances. Alors, faut-il promouvoir la justice si c'est une justice au service du conservatisme ou plutôt qu'au service du progressisme, ce qui pourrait donc alourdir les souffrances? Je suis pas sûr d'avoir vraiment compris la question, mais à partir du moment où on parle de justice, est-ce que ça ne sera pas nécessairement pour réduire la souffrance? Parce qu'on imagine mal une justice qui maximiserait la souffrance. Dans ce cas, ce ne serait pas une justice. Ça part dans le rapport à ce qu'on a entendu hier sur les webinaires précédents, le rapport au fait que l'éthique pro-vie, c'est pour le vivant. D'accord, sachant que derrière tout ça, tu commences à saisir la chose, et donc on est dans le trait du conservatisme, alors que le trait du progressisme, c'est dire que la vie en soi, c'est pas l'objet, c'est pas la question en fait. Ouais, ok. Et donc, alors, est-ce qu'il vaut mieux, quel trait pourrait avoir cette justice du coup? Est-ce elle doit être dans le conservatisme ou dans le progressisme? Est-ce que la personne qui a posé cette question peut me dire si c'est OK là, pour la traduction de la question? Là, comme ça, moi, j'aurais tendance à dire, bah oui, il faut aller vers plus de progressisme, de dire, mais en fait, pas se préoccuper justement de simplement la vie ou des grandes règles abstraites, de la même manière qu'on ne se préoccupe pas d'une définition du véganisme, mais plus de se poser des questions sur qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, ça implique d'avoir un point de vue plus axé sur la sentience. Peut-être que justement, cet individu est sentient, celui-là n'est pas, ou avoir des degrés de sentience avec toutes les problématiques beaucoup plus complexes, mais beaucoup plus riches finalement, et puis qui nous permettront probablement d'arriver à une réponse un peu plus juste. Ok. Quelqu'un se demandait, pardon, pendant le fil de discussion, si les anti-véganes, le mouvement pour la libération animale, le véganisme passe par l'enseignement sur justement le spécisme. Est-ce que tu es anti-végane? Je suis pas anti-vegan au sens où on l'entend. Après, je vais être peut-être anti-véganiste, de critiquer cette stratégie véganiste qui consistera à convertir les gens comme les témoins de Jéhovah convertissent des personnes à leur religion. Parce que je ne pense pas que la religion du véganisme soit juste. Je pense que l'antispécisme est beaucoup plus pertinent. Donc, d'avoir des revendications politiques liées à cette question de l'antispécisme, c'est plus intéressant. Donc, comme je disais, je ne suis pas vegan, je suis antispéciste. Même si après, dans ma pratique de tous les jours, je ne mange pas d'animaux.
Ok. Par quoi était inspirée ta conférence? Alors, je transforme un peu la question qui nous a été posée, mais quelqu'un nous demande, mais est-ce que cette conférence a été inspirée par DXE? Non, ça n'a pas, pas été inspiré par des X. C'est, en fait, c'est pas mal une réflexion personnelle qui est liée aussi de pas mal de lectures. On parle il y a un texte qui s'appelle Pour l'abolition du véganisme, ou alors un autre texte c'était Yves Bonardel et puis Pierre Sigler, dont je me souviens plus le nom maintenant, qui parlait de réformer la société de manière générale et plus concentré sur les pratiques individuelles. Et donc, c'est en fait quand on creuse un peu ce sujet-là, bah, on arrive, je dirais, à cette conclusion que le véganisme, bah, c'est pas la panacée et que concrètement, ce qu'il faut, c'est plus avoir des revendications politiques qui, elles, concrètement, aideront les animaux. Et donc, si on veut avoir ces revendications politiques, il faut qu'on ait le plus grand soutien possible et donc qu'on accueille justement des personnes qui ne sont pas parfaites Ok. en espérant que ça aide. Euh, on entend bien, donc on est moins sur l'individu, sur ce consommateur, mais davantage finalement sur le tout. On n'est pas sur les égos, sur les individus, mais davantage sur l'ensemble, sur les citoyens. On pourrait aller beaucoup plus loin. Ça veut dire aussi qu'il va falloir faire sortir, j'imagine, chacun de ces citoyens de son ego, même d'arrêter de se penser comme consommateur et se penser davantage comme citoyen, c'est ça? Ouais, ça serait ça. C'est que je pense qu'il faut vraiment réussir à faire prendre conscience que le boycott, c'est bien, ou justement un boycott, c'est très important. De dire on ne consomme plus d'animaux, ça a quelque chose de symbolique, qui est une charge qui est très forte. Et ça, je pense qu'il faut garder ça. C'est vraiment important, c'est sûr. Mais il ne faut pas partir justement dans une recherche de pureté. Donc c'est plus un symbole politique de dire je boycotte le corps des animaux et ensuite avoir plus une approche citoyenne axée justement d'un point de vue politique, pas forcément politique politicienne, mais politique revendication politique, mouvement social. Donc le véganisme n'est pas politique. Pour ma part, je pense que le véganisme n'est pas politique. Ouais. Ok. Bon, écoute, je dois prendre maintenant ma conclusion près de moi parce que tu nous as encore une fois, comme tous ces webinaires, bien, éveillé à la réflexion, à avoir l'esprit critique et surtout à bien comprendre ce que chaque terme a comme signification, mais surtout évidemment comme projection lointaine. Parfois, le sens des choses nous dirige bien loin de notre enjeu ou de notre objectif, de notre finalité. Merci beaucoup maintenant, Fabien. Donc, merci beaucoup pour ton analyse et tes réponses. Merci à toutes celles pour ces questions. Le webinaire suivant va traiter de la sentience, comment reconnaître et démontrer la capacité de ressentir, si j'ai bien traduit de l'anglais au français. Et ce sera donc avec Manu Errant. Merci beaucoup Fabien de faire et merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Ciao tout le monde.